4. Circonstances qui, indépendamment de la division proportionnelle de la plus-value en capital et en revenu, déterminent l'étendue de l'accumulation. Degré d'exploitation de la force ouvrière. Productivité du travail. Différence croissante entre le capital employé et le capital consommé. Grandeur du capital avancé. Étant donné la proportion suivant laquelle la plus-value se partage en capital et en revenu, la grandeur du capital accumulé dépend évidemment de la grandeur absolue de la plus-value. Mettons par exemple qu'il y ait 80% de capitalisés et 20% de dépensés. Alors, le capital accumulé s'élève à 2400 francs ou à 1200 selon qu'il y a une plus-value de 3000 francs ou une de 1500. Ainsi, toutes les circonstances qui déterminent la masse de la plus-value concourent à déterminer l'étendue de l'accumulation. Il nous faut donc les récapituler, mais cette fois seulement au point de vue de l'accumulation. On sait que le taux de la plus-value dépend en premier lieu du degré d'exploitation de la force ouvrière. Note 62. En traitant de la production de la plus-value, nous avons toujours supposé que l'ouvrier reçoit un salaire normal, c'est-à-dire que la juste valeur de sa force est payée. Le prélèvement sur le salaire joue cependant dans la pratique un rôle trop important pour que nous ne nous y arrêtions pas un moment. Ce procédé convertit en effet, dans une certaine mesure, le fonds de consommation nécessaire à l'entretien du travailleur en fonds d'accumulation du capital. Ouvrez les guillemets. Les salaires, dit John Stuart Mill, n'ont aucune force productive. Ils sont le prix d'une force productive. Ils ne contribuent pas plus à la production des marchandises en sus du travail que n'y contribue le prix d'une machine en sus de la machine elle-même. Si l'on pouvait avoir le travail sans l'acheter, les salaires seraient superflus. Note 63, fermez les guillemets. Mais si le travail ne coûtait rien, on ne saurait l'avoir à aucun prix. Le salaire ne peut donc jamais descendre à ce zéro nihiliste, bien que le capital ait une tendance constante à s'en rapprocher. Un écrivain du XVIIIe siècle, que j'ai souvent cité, l'auteur de l'Essai sur l'industrie et le commerce, note 64, ne fait que trahir le secret intime du capitaliste anglais quand il déclare que la grande tâche historique de l'Angleterre, c'est de ramener chez elle le salaire au niveau français ou hollandais. Ouvrez les guillemets. Si nos pauvres, dit-il, s'obstinent à vouloir faire continuellement bombance, leur travail doit naturellement revenir à un prix excessif. Que l'on jette seulement un coup d'œil sur l'entassement de superfluités, entre parenthèses heap of superfluities, consommées par nos ouvriers de manufacture, tels qu'eau-de-vie, gin, thé, sucre, fruits étrangers, bière forte, toile imprimée, tabac fumé et à priser, etc., n'est-ce pas à faire dresser les cheveux? Note 65, fermez les guillemets. Il cite une brochure d'un fabricant de Northamptonshire, où celui-ci pousse, en louchant vers le ciel, ce gémissement. Ouvrez les guillemets. Le travail est en France d'un bon tiers meilleur marché qu'en Angleterre, car là, les pauvres travaillent rudement et sont piètrement nourris et vêtus. Leur principale consommation est le pain, les fruits, les légumes, les racines, le poisson salé. Ils mangent rarement de la viande et, quand le froment est cher, très peu de pain. Note 66, fermez les guillemets. Et ce n'est pas tout, ajoute l'auteur de l'essai. Leur boisson se compose d'eau pure ou de pareilles liqueurs faibles, en sorte qu'ils dépensent étonnamment peu d'argent. Il est sans doute fort difficile d'introduire chez nous un tel état de choses, mais évidemment ce n'est pas impossible, puisqu'il existe en France et aussi en Hollande. Note 67, fermez les guillemets. De nos jours, ces aspirations ont été de beaucoup dépassées, grâce à la concurrence cosmopolite dans laquelle le développement de la production capitaliste a jeté tous les travailleurs du globe. Il ne s'agit plus seulement de réduire les salaires anglais au niveau de ceux de l'Europe continentale, mais de faire descendre, dans un avenir plus ou moins prochain, le niveau européen au niveau chinois. Voilà la perspective que M. Stapleton, membre du Parlement anglais, est venu dévoiler à ses électeurs dans une adresse sur le prix du travail dans l'avenir. Ouvrez les guillemets. Si la Chine, dit-il, devient un grand pays manufacturier, je ne vois pas comment la population industrielle de l'Europe saurait soutenir la lutte sans descendre au niveau de ses concurrents. Note 68, fermez les guillemets. 20 ans plus tard, un Yankee baronisé, Benjamin Thompson, dit le comte Rumford, suivit la même ligne philanthropique à la grande satisfaction de Dieu et des hommes. Ses essais sont un vrai livre de cuisine. Note 69. Il donne des recettes de toute espèce pour remplacer par des succédanés les aliments ordinaires et trop chers du travailleur. En voici une des plus réussies. Ouvrez les guillemets. 5 livres d'orge, dit ce philosophe,
5 livres de maïs, 3 pence de hareng, en chiffre rond 34 centimes, 1 penny de vinaigre, 2 pence de poivre et d'herbe, 1 penny de sel, le tout pour la somme de 20 pence 3/4, donne une soupe pour 64 personnes, et au prix moyen du blé, les frais peuvent être réduits à 1/4 de penny par tête, moins de 3 centimes. Fermez les guillemets. La falsification des marchandises, marchant de front avec le développement de la production capitaliste, nous a fait dépasser l'idéal de ce brave Thomson. Note 70. À la fin du XVIIIe siècle et pendant les 20 premières années du XIXe, les fermiers et les landlords anglais rivalisèrent d'efforts pour faire descendre le salaire à son minimum absolu. À cet effet, on payait moins que le minimum sous forme de salaire et on compensait le déficit par l'assistance paroissiale. Dans ce bon temps, ces ruraux anglais avaient encore le privilège d'octroyer un tarif légal au travail agricole. Et voici un exemple de l'humour bouffonne dont ils s'y prenaient. Ouvrez les guillemets. Quand les squires fixèrent, en 1795, le taux des salaires pour le Spin Hamland, ils avaient fort bien dîné et pensaient évidemment que les travailleurs n'avaient pas besoin de faire de même. Ils décidèrent donc que le salaire hebdomadaire serait de 3 shillings par homme, tant que la miche de pain de 8 livres 11 onces coûterait 1 shilling, et qu'il s'élèverait régulièrement jusqu'à ce que le pain coûtât 1 shilling 5 pence. Ce prix une fois dépassé, le salaire devait diminuer progressivement jusqu'à ce que le pain coûtât 2 shillings, et alors la nourriture de chaque homme serait d'un cinquième moindre qu'auparavant. Note 71, fermez les guillemets. En 1814, un comité d'enquête de la Chambre des Lords posa la question suivante à un certain A. Bennett, grand fermier, magistrat, administrateur d'un workhouse, entre parenthèses, maison de pauvres, et régulateur officiel des salaires agricoles. Ouvrez les guillemets. Est-ce qu'on observe une proportion quelconque entre la valeur du travail journalier et l'assistance paroissiale? Mais oui, répondit l'illustre Bennett. La recette hebdomadaire de chaque famille est complétée au-delà de son salaire nominal jusqu'à concurrence d'une miche de pain de 8 livres 11 onces et de 3 pence par tête. Nous supposons qu'une telle miche suffit pour l'entretien hebdomadaire de chaque membre de la famille, et les 3 pence sont pour les vêtements. S'il plaît à la paroisse de les fournir en nature, elle déduit les 3 pence. Cette pratique règne non seulement dans tout l'ouest du Wiltshire, mais encore, je pense, dans tout le pays. Note 72, fermez les guillemets. C'est ainsi, s'écrie un écrivain bourgeois de cette époque, ouvrez les guillemets, que pendant nombre d'années les fermiers ont dégradé une classe respectable de leurs compatriotes en les forçant à chercher un refuge dans le workhouse. Le fermier a augmenté ses propres bénéfices en empêchant ses ouvriers d'accumuler le fonds de consommation le plus indispensable. Note 73, fermez les guillemets. L'exemple du travail dit à domicile nous a déjà montré quel rôle ce vol, commis sur la consommation nécessaire du travailleur, joue aujourd'hui dans la formation de la plus-value, et par conséquent dans l'accumulation du capital. On trouvera de plus amples détails à ce sujet dans le chapitre suivant. Bien que dans toutes les branches d'industrie, la partie du capital constant, qui consiste en outillage, note 74, doivent suffire pour un certain nombre d'ouvriers, nombre déterminé par l'échelle de l'entreprise, elle ne s'accroît pas toutefois suivant la même proportion que la quantité du travail mis en œuvre. Qu'un établissement emploie par exemple 100 hommes travaillant 8 heures par jour, et ils fourniront quotidiennement 800 heures de travail. Pour augmenter cette somme de moitié, le capitaliste aura ou à embaucher un nouveau contingent de 50 ouvriers, ou à faire travailler ses anciens ouvriers 12 heures par jour au lieu de 8. Dans le premier cas, il lui faut un surplus d'avance non seulement en salaire mais aussi en outillage, tandis que dans l'autre, l'ancien outillage reste suffisant. Il va désormais fonctionner davantage, son service sera activé, il s'en usera plus vite et son terme de renouvellement arrivera plus tôt, mais voilà tout. De cette manière, un excédent de travail, obtenu par une tension supérieure de la force ouvrière, augmente la plus-value et le produit net, la substance de l'accumulation, sans nécessiter un accroissement préalable et proportionnel de la partie constante du capital avancé. Dans l'industrie extractive, celle des mines par exemple, les matières premières n'entrent pas comme élément des avances, puisque là l'objet du travail est non le fruit d'un travail antérieur, mais bien le don gratuit de la nature, tel que le métal, le minéral, le charbon, la pierre, etc. Le capital constant se borne donc presque exclusivement à l'avance en outillage, qu'une augmentation de travail n'affecte pas. Mais les autres circonstances restant les mêmes, la valeur et la masse du produit multiplieront en raison directe du travail appliqué aux mines. De même qu'au premier jour de la vie industrielle, l'homme et la nature y agissent de concert, comme source primitive de la richesse.
Voilà donc, grâce à l'élasticité de la force ouvrière, le terrain de l'accumulation élargi, sans agrandissement préalable du capital avancé. Dans l'agriculture, on ne peut étendre le champ de cultivation sans avancer un surplus de semailles et d'engrais. Mais cette avance une fois faite, la seule action mécanique du travail sur le sol en augmente merveilleusement la fertilité. Un excédent de travail, tiré du même nombre d'ouvriers, ajoute à cet effet sans ajouter à l'avance, en instrument aratoire. C'est donc de nouveau l'action directe de l'homme sur la nature qui fournit ainsi un fonds additionnel à accumuler sans intervention d'un capital additionnel. Enfin, dans les manufactures, les fabriques, les usines, toute dépense additionnelle en travail présuppose une dépense proportionnelle en matières premières, mais non en outillage. De plus, puisque l'industrie extractive et l'agriculture fournissent à l'industrie manufacturière ces matières brutes et instrumentales, le surcroît de produits obtenus dans celles-là sans surplus d'avance revient aussi à l'avantage de celles-ci. Nous arrivons donc à ce résultat général. Qu'en s'incorporant la force ouvrière et la terre, ces deux sources primitives de la richesse, le capital acquiert une puissance d'expansion qui lui permet d'augmenter ses éléments d'accumulation au-delà des limites apparemment fixées par sa propre grandeur, c'est-à-dire par la valeur et la masse des moyens de production déjà produits dans lesquels il existe. Un autre facteur important de l'accumulation, c'est le degré de productivité du travail social. Étant donné la plus-value, l'abondance du produit net dont elle est la valeur correspond à la productivité du travail mis en œuvre. À mesure donc que le travail développe ses pouvoirs productifs, le produit net comprend plus de moyens de jouissance et d'accumulation. Alors, la partie de la plus-value qui se capitalise peut même augmenter aux dépens de l'autre, qui constitue le revenu, sans que la consommation du capitaliste en soit resserrée, car désormais une moindre valeur se réalise en une somme supérieure d'utilité. Le revenu déduit, le reste de la plus-value fonctionne comme capital additionnel. En mettant les subsistances à meilleur marché, le développement des pouvoirs productifs du travail fait que les travailleurs aussi baissent de prix. Il réagit de même sur l'efficacité, l'abondance et le prix des moyens de production. Or, l'accumulation ultérieure que le nouveau capital amène à son tour se règle non sur la valeur absolue de ce capital, mais sur la quantité de forces ouvrières, d'outillage, de matières premières et auxiliaires dont il dispose. Il arrive en général que les combinaisons, les procédés et les instruments perfectionnés s'appliquent en premier lieu à l'aide du nouveau capital additionnel. Quant à l'ancien capital, il consiste en partie en moyens de travail qui s'usent peu à peu et n'ont besoin d'être reproduits qu'après des laps de temps assez grands. Toutefois, chaque année, un nombre considérable d'entre eux arrive à son terme de vitalité, comme on voit tous les ans s'éteindre nombre de vieillards en décrépitude. Alors, le progrès scientifique et technique, accompli durant la période de leur service actif, permet de remplacer ces instruments usés par d'autres plus efficaces et comparativement moins coûteux. En dehors donc des modifications de détail que subit de temps à autre l'ancien outillage, une large portion en est chaque année entièrement renouvelée et devient ainsi plus productive. Quant à l'autre élément constant du capital ancien, les matières premières et auxiliaires, elles sont reproduites pour la plupart au moins annuellement, si elles proviennent de l'agriculture, et dans des espaces de temps beaucoup plus courts, si elles proviennent des mines, etc. Là, tout procédé perfectionné qui n'entraîne pas un changement d'outillage réagit donc presque du même coup, et sur le capital additionnel et sur l'ancien capital. En découvrant de nouvelles matières utiles, ou de nouvelles qualités utiles de matières déjà en usage, la chimie multiplie les sphères de placement pour le capital accumulé. En enseignant les méthodes propres à rejeter dans le cours circulaire de la reproduction les résidus de la production et de la consommation sociale, leurs excréments, elle convertit, sans aucun concours du capital, ces non-valeurs en autant d'éléments additionnels de l'accumulation. De même que l'élasticité de la force ouvrière, le progrès incessant de la science et de la technique, d'où donc le capital d'une puissance d'expansion, indépendante, dans de certaines limites, de la grandeur des richesses acquises dont il se compose. Sans doute, les progrès de la puissance productive du travail, qui s'accomplissent sans le concours du capital déjà en fonction, mais dont il profite dès qu'il fait peau neuve, le déprécie aussi plus ou moins durant l'intervalle où il continue de fonctionner sous son ancienne forme. Le capital placé dans une machine, par exemple, perd de sa valeur quand surviennent de meilleures machines de la même espèce. Du moment cependant où la concurrence rend cette dépréciation sensible aux capitalistes, ils cherchent à s'en indemniser par une réduction du salaire.
Le travail transmet au produit la valeur des moyens de production consommés. D'un autre côté, la valeur et la masse des moyens de production, mises en œuvre par un quantum donné de travail, augmentent à mesure que le travail devient plus productif. Donc, bien qu'un même quantum de travail n'ajoute jamais au produit que la même somme de valeurs nouvelles, l'ancienne valeur capitale qu'il leur transmet va s'accroissant avec le développement de l'industrie. Que le fileur anglais et le fileur chinois travaillent le même nombre d'heures avec le même degré d'intensité, et ils vont créer chaque semaine des valeurs égales. Pourtant, en dépit de cette égalité, il y aura entre le produit hebdomadaire de l'un, qui se sert d'un vaste automate, et celui de l'autre, qui se sert d'un rouet primitif, une merveilleuse différence de valeur. Dans le même temps que le chinois file à peine une livre de coton, l'anglais en filera plusieurs centaines, grâce à la productivité supérieure du travail mécanique. De là l'énorme surplus d'anciennes valeurs qui font enfler la valeur de son produit, où elles reparaissent sous une nouvelle forme d'utilité et deviennent ainsi propres à fonctionner de nouveau comme capital. Ouvrez les guillemets. En Angleterre, les récoltes de laine des 3 années 1780-82 restaient, faute d'ouvriers, à l'état brut, et y seraient restées forcément longtemps encore, si l'invention de machines n'était bientôt venue fournir fort à propos les moyens de les filer. Note 75, fermez les guillemets. Les nouvelles machines ne firent pas sortir de terre un seul homme, mais elles mettaient un nombre d'ouvriers relativement peu considérable à même de filer en peu de temps cette énorme masse de laine successivement accumulée pendant 3 années et, tout en y ajoutant de nouvelles valeurs, d'en conserver, sous forme de filet, l'ancienne valeur capitale. Elles provoquèrent en outre la reproduction de la laine sur une échelle progressive. C'est la propriété naturelle du travail, qu'en créant de nouvelles valeurs, il conserve les anciennes. À mesure donc que ces moyens de production augmentent d'efficacité, de masse et de valeur, c'est-à-dire à mesure que le mouvement ascendant de sa puissance productive accélère l'accumulation, le travail conserve et éternise, sous des formes toujours nouvelles, une ancienne valeur capitale toujours grossissante. Note 76. Mais dans le système du salariat, cette faculté naturelle du travail prend la fausse apparence d'une propriété qui est inhérente au capital et l'éternise. De même, les forces collectives du travail combiné se déguisent en autant de qualités occultes du capital, et l'appropriation continue de surtravail par le capital tourne au miracle toujours renaissant de ses vertus prolifiques. Cette partie du capital constant, qui s'avance sous forme d'outillage et qu'Adam Smith a nommé capital fixe, fonctionne toujours en entier dans les procès de production périodiques, tandis qu'au contraire, ne s'usant que peu à peu, elle ne transmet sa valeur que par fraction aux marchandises qu'elle aide à confectionner successivement. Véritable gradimètre du progrès des forces productives, son accroissement amène une différence de grandeur de plus en plus considérable entre la totalité du capital actuellement employé et la fraction qui s'en consomme d'un seul coup. Qu'on compare par exemple la valeur des chemins de fer européens quotidiennement exploités à la somme de valeur qu'ils perdent par leur usage quotidien. Or, ces moyens, créés par l'homme, rendent des services gratuits tout comme les forces naturelles, l'eau, la vapeur, l'électricité, etc., et ils les rendent en proportion des effets utiles qu'ils contribuent à produire sans augmentation de frais. Ces services gratuits du travail d'autrefois, saisis et vivifiés par le travail d'aujourd'hui, s'accumulent donc avec le développement des forces productives et l'accumulation de capital qui l'accompagne. Parce que le travail passé des travailleurs A, B, C, etc. figure dans le système capitaliste, comme l'actif du non-travailleur X, etc., bourgeois et économistes de verser à tout propos des torrents de larmes et d'éloges sur les opérations de la grâce de ce travail défunt, auquel McCulloch, le génie écossais, décerne même des droits à un salaire à part, vulgairement nommé profit, intérêt, etc. Note 77. Ainsi, le concours de plus en plus puissant que, sous forme d'outillage, le travail passé apporte au travail vivant, est attribué par ces sages non à l'ouvrier qui a fait l'œuvre, mais au capitaliste qui se l'est approprié. À leur point de vue, l'instrument de travail et son caractère de capital, qui lui est imprimé par le milieu social actuel, ne peuvent pas plus se séparer et que le travailleur lui-même, dans la pensée du planteur de la Géorgie, ne pouvait se séparer de son caractère d'esclave. Parmi les circonstances qui, indépendamment du partage proportionnel de la plus-value en revenus et en capital, influent fortement sur l'étendue de l'accumulation, il faut enfin signaler la grandeur du capital avancé. Étant donné le degré d'exploitation de la force ouvrière, la masse de la plus-value se détermine par le nombre des ouvriers simultanément exploités, et celui-ci correspond, quoique dans des proportions changeantes, à la grandeur du capital.
Plus le capital grossit donc, au moyen d'accumulations successives, plus grossit aussi la valeur à diviser, en fonds de consommation et en fonds d'accumulation ultérieure. En outre, tous les ressorts de la production jouent d'autant plus énergiquement que son échelle s'élargit avec la masse du capital avancé.